Bon, dans cet exercice, je vais vous proposer de simuler notre circuit RLC avec l'aide d'un tableur. Donc j'ai redessiné, enfin j'ai fait une copie du graphique du schéma que l'on souhaite simuler, de manière à ce que ce soit plus facile pour réécrire les différentes formules. Alors dans un premier temps, nous allons placer peut-être les différentes variables. Donc les variables de notre circuit, ça va être notamment la tension d'entrée, UI. Ça va être également l'inductance, L1. La capacité et la résistance. Je vais formater un peu les cellules pour que qu'elles soient un peu plus visibles. Je propose de mettre en couleur les différentes valeurs. On va travailler avec 5 volts, avec 0,1 millihenry, 0,1 Henry, donc 100 millihenry, et par exemple 1 microfarad, par exemple, de manière identique. On peut passer, la première résistance elle sera 0, la seconde 500 et la troisième sera 1 kg. Je vous propose également de placer les unités. Donc pour placer les unités, quel que soit le tableur, il faut aller dans format des unités. On va placer en fait le format, ici on est à 5 volts avec un chiffre, c'est suffisant, espace, guillemets, et on va mettre l'unité de manière à voir directement la valeur ici en volts. Même chose en fait pour les différentes cellules. Voilà. Ensuite, je vous propose de placer la variable sur l'axe des abscisses, en l'occurrence la fréquence que l'on va faire varier. Donc je vais placer ici F, je vais bien de placer toujours les unités. Donc on a fréquence en Hertz et on va faire varier en fait cette fréquence entre 100 finalement et 2500. Par saut de 100 par exemple, donc je prends par exemple la cellule précédente plus 100. Et évidemment, il me suffit de tirer. On va s'arrêter à 2500, ce sera suffisant. Je vous propose également de figer les volets pour que ce soit plus facile. Fenêtre, fixer ligne et colonne, ça permet en fait on va pouvoir se déplacer et finalement garder toujours à l'esprit les différentes données qui auront été encodées. Une fois la plage des fréquences donnée, je vous propose en fait de calculer la pulsation pour chacune des fréquences, puisqu'elle interviendra par la suite dans notre expression de l'impédance. Donc je vous rappelle que le but ici, ça va être de déterminer la tension de sortie en fonction de la tension d'entrée. Tension d'entrée, elle sera toujours identique, on est dans le cas théorique. Par contre, la tension de sortie va dépendre en fait du courant qui va circuler dans notre circuit. Et ce courant va également dépendre de la fréquence. Donc on va devoir exprimer les différentes réactances pour au final déterminer l'impédance totale de notre circuit formé par L1 et C1 en série avec R1. Donc pour cela, on va avoir besoin de calculer oméga. Donc le calcul d'oméga, c'est facile. Donc je vous rappelle, pour réaliser une formule, on commence toujours par égal. Et puis après, le résultat de la formule sera
affiché directement dans la cellule. Donc je vous fais l'exemple pour la première valeur, donc ce sera égal 2 fois pi, ben, on a la fonction qui va nous donner exactement la valeur, donc pi, ouvrez la parenthèse, fermez la parenthèse, multiplié par la fréquence. La fréquence évidemment sera variable et dépendra de la cellule correspondante à la colonne A, donc A6 pour notre cas ici présent. Donc vous voyez en fait que le résultat est directement calculé. Il suffit en fait d'étendre mes colonnes et j'ai le calcul automatique de ma pulsation pour toutes mes fréquences. Je vais simplement peut-être formater mes cellules parce qu'on n'a pas besoin d'autant de décimales, donc c'est toujours dans format des cellules et limiter le nombre de décimales. Je pourrais rester même avec 0 décimal, j'ai envie de dire, en restant avec des nombres entiers, ça serait déjà suffisant. Ensuite, je vous propose de calculer les expressions des admittances selfiques et capacitives pour chacune des fréquences. Donc c'est ce qu'on va avoir besoin. Si vous vous rappelez un petit peu de la formule qui met en, je vais dire, qui permet de déterminer l'impédance totale, mais qui est une mise en série de la résistance R1 avec l'inductance et la capacité. Ben, si on veut déterminer finalement son impédance, au final, ben, on peut exprimer ça sous forme d'admittance, étant donné qu'on a des circuits en parallèle. Donc j'exprime ici l'admittance complexe de l'inductance et l'admittance complexe de la capacité. Alors pour cela, il s'agit de valeurs complexes, donc on va avoir recours aux fonctions complexes tout à fait disponibles dans tous les tableurs. Donc c'est assez simple hein, dans un premier temps. Donc je vais transformer, je vais devoir dire que j'ai une valeur purement complexe. Ici, vous voyez qu'il n'y a pas de partie imaginaire, c'est J oméga C. Je vais commencer par celle-ci parce qu'elle est juste un tout petit peu plus simple que celle-ci. Donc si je veux exprimer cette valeur complexe de YC, donc je commence par égal pour signaler en fait qu'il s'agit d'une formule. Ensuite, il y a en fait pour construire un nombre complexe, ben, il y a l'expression complexe, parenthèse, valeur réelle, ben, ici il n'y en a pas, valeur imaginaire, ben, ce sera le produit oméga fois C, donc c'est-à-dire ceci. Cette valeur-ci sera susceptible de varier, puisque on aura notre formule, lorsqu'on va l'étendre, la fréquence va changer, donc on va laisser ça comme ceci, multiplié par la valeur de la capacité. Par contre, la valeur de la capacité, ce sera toujours la même. Alors, pour éviter en fait que vous ayez un incrément automatique qui va se faire lorsque vous allez étendre la formule à l'ensemble de la plage qui suit, eh bien il faut appuyer sur F4 ou Shift F4, ou en tout cas il faut en tout cas que vous ayez des dollars devant je vais dire les références de la cellule, c'est-à-dire B dollar, enfin dollar B, dollar 3 pour signaler en fait que nous n'allons pas incrémenter ça. J'ai oublié quelque chose, point virgule, il faut signaler toujours lorsqu'on crée un nombre complexe quel sera l'argument. Donc je vais prendre l'argument habituellement utilisé en électricité, c'est-à-dire J. Voilà. Alors si je ne me suis pas trompé, vous allez en fait avoir le résultat où en fait vous avez, voilà, c'est une valeur en J. Je vais étendre ça à l'ensemble des cellules et je vais avoir chaque fois donc l'admittance complexe capacitive qui est calculée. Alors on va faire la même chose pour l'admittance selfique, sauf que ici nous allons avoir juste une toute petite complication, c'est que en fait vous avez un, je vais dire, un exposant moins 1, c'est-à-dire on va devoir diviser 1 par la valeur complexe. Alors dès qu'on travaille avec des valeurs complexes, eh bien il faut absolument aller chercher les fonctions
relative au nombre complexe. Et donc si vous allez par ordre alphabétique, vous allez retrouver complexe. Ça c'est la première fonction que j'ai utilisée. Elle convertit un coefficient en nombre complexe. Donc c'est ce que je vous ai défini. Donc première partie, partie réelle, partie imaginaire, et puis l'argument, le terme utilisé pour désigner le nombre complexe, en l'occurrence J ici. Si vous avez ici un rapport, donc 1 divisé par quelque chose et qui est un nombre complexe, on ne peut pas utiliser les opérations traditionnelles. Il faudra utiliser complexe divisé. Voilà, divisé complexe.div pour finalement mettre un nombre complexe au numérateur et un nombre complexe au dénominateur. Voilà. Donc voilà, donc je vais réaliser complexe, une division, point div, de quoi? Du numérateur, qui est 1, mais qui doit être exprimé en complexe, complexe, partie réelle, partie imaginaire et argument. Pas argument, je reviens toujours, argument, mais le terme qui définit le nombre complexe, et dénominateur, même chose. Même chose, je crée un nombre complexe que je vais copier, CTRL-C, CTRL-V, dont la partie, donc c'est J oméga L, donc la partie réelle est nulle. Par contre, la partie imaginaire, c'est oméga, c'est-à-dire B6 multiplié par, là c'est L, donc L, en n'oubliant pas finalement de figer la cellule. Et nous étendons évidemment nos formules à l'ensemble des cellules pour toutes les fréquences. Alors pour continuer, ce qui nous intéresse, c'est évidemment l'impédance formée par le circuit L1 et C1. Étant donné qu'on a commencé par calculer les différentes admittances, on va commencer par calculer l'admittance totale. Et comme c'est un circuit parallèle, c'est pour ça qu'on avait évidemment travaillé en termes d'admittance. Ça permettait en fait de faire une simple addition des admittances. Par contre, pour l'impédance, en fait, l'impédance partielle, j'ai appelé ça ZLC, donc l'impédance qui représentera la mise en parallèle de L1 et de LC. J'appelle ça ZLC, tandis que YLC, c'est l'admittance en fait représentant l'association de ces deux admittances. Donc d'accord, donc ça veut dire que encore une fois, on va devoir réaliser la somme ici finalement. Donc si on ne sait plus le nom de la fonction, il y a toujours l'aide intégrée qui nous permet d'aller chercher ce qui nous intéresse. Donc complexe point différence exponentielle produit racine. Voilà, complexe.somme, c'est ce qui nous intéresse. Donc ça va être la somme en fait de deux nombres complexes. D'accord. Donc je pourrais utiliser évidemment l'aide. Je vais choisir ceci. Donc premier nombre complexe, ça va être celui-ci. Et le second nombre complexe, celui-ci. J'étends l'ensemble de mes lignes. Et même chose. Maintenant, on va calculer l'inverse. Donc là, encore une fois, on va choisir la fonction qui nous intéresse, c'est-à-dire diviser, parce qu'on n'a pas directement
la fonction inverse, donc le premier au numérateur. Ouais, il faudrait que je choisisse. Oui, non, je ne vais pas pouvoir le faire directement. Donc ce sera exactement la même façon que ce que j'ai calculé pour le 1 sur j oméga L. Mais en fait, il faudra faire la même chose, le même principe pour 1 sur, finalement, YLC. Voilà, donc pour réaliser ceci, donc je fais la division du nombre complexe avec la partie réelle 1 divisé par finalement notre valeur se situant en E6 qui correspond en fait à l'admittance totale finalement produite par, je vais dire représentant l'association de L1 et de C1. Je peux évidemment étendre ça à l'ensemble de mes cellules. Voilà. Alors ce qu'on peut dire également, c'est que la valeur de mon impédance LC, donc c'est-à-dire limitée finalement à l'association de la mise en parallèle de L et de C, est aussi égale à l'impédance totale lorsque R1 vaut 0. Donc c'est ce que je peux noter ici. Hein, c'est égal à Z lorsque R égale 0. Je vous propose peut-être de faire le même calcul lorsque R est égal à 500 et lorsqu'il est égal à 1 kilo ohm. Donc je vais appeler ça par exemple Z2. Je ne trouve R égale 500. Et même chose, je vais appeler Z3 lorsque R est égal à 1 kg. Là, il suffira en fait de faire la somme de la valeur réelle de 500 finalement à votre valeur imaginaire de l'impédance ZLC. Voilà, donc c'est bien. Finalement, c'est assez simple. On retrouve bien en fait. Donc, on a utilisé la fonction complexe point somme de quoi? D'un nombre complexe dont la partie imaginaire est nulle et dont la partie réelle vaut 500 ohms. Et quoi? Et F6, c'est-à-dire l'impédance de notre circuit LC. Pour aller plus vite et pour recopier l'ensemble de ces lignes-ci dans cette colonne-ci, on peut très bien se dire, en fait ma formule sera identique, sauf que je vais simplement copier cette manière-ci. Donc, par contre, évidemment, on ne sera plus à 500, on sera à 1000. Et ce ne sera pas G6, que G6 serait en fait le résultat de notre impédance, mais non, c'est ZLC qui nous intéresse, c'est-à-dire F6. Voilà. Alors évidemment, le calcul des impédances va nous servir à, au final, trouver l'expression de la tension de sortie. La tension de sortie du filtre, c'est-à-dire U0 ici. Donc ça veut dire que si on veut déterminer théoriquement cette valeur-là, comment doit-on faire? En fait, on doit calculer le courant pour la fréquence déterminée et au final calculer cette tension. Donc ça veut dire que, étant donné qu'on a calculé les impédances pour toutes les fréquences, il nous reste à calculer maintenant les courants
donc les courants lorsque on est dans les différentes cas de figure R0, 500 et 1 kg. De même, je vais dire lorsque, donc une fois qu'on aura les courants, il sera facile évidemment de déterminer la tension de sortie. Là on va déterminer, j'ai appelé ça tension de sortie 1, tension de sortie 2 et tension de sortie 3 dans les différents cas de figure. Et on utilise donc la loi d'Ohm en courant alternatif, donc en utilisant les fonctions complexes disponibles. Donc là, je vais vous laisser chercher un petit peu. Je ne vais pas montrer trop de détails, mais je vais vous donner le résultat. Voilà, alors pour le calcul des courants, donc on utilise la loi d'Ohm en faisant bien attention de ne pas se tromper. Donc on fait toujours la division finalement de la tension d'entrée divisée par l'impédance qui nous concerne. Donc ne pas se tromper, donc lorsque R égale 0, il faut bien prendre évidemment l'impédance qui correspond à cette valeur-là, c'est-à-dire ce que j'avais appelé ZLC. Pour R égale 500 ohms, c'est bien évidemment G6 qui tient compte en fait de notre valeur de 500 ohms en série. Même chose pour I3. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Oui, faites attention aussi que notre tension qui est définie au départ pour cette valeur-ci, valeur efficace, est aussi, pour pouvoir être appliquée, pour pouvoir être calculée dans les nombres complexes, doit aussi être convertie en nombres complexes. C'est pour ça que vous avez cette expression ici. Ça correspond à notre valeur de j'ai pris 5 volts, je pourrais très bien mettre le 5 en variable et remplacer et faire simplement référence à la cellule qui nous intéresse. Bon, ici je ne vais pas le faire, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, ce n'est pas l'objet non plus de notre petit exercice. Alors la suite évidemment, à partir du moment où on a les courants, on va pouvoir déterminer en fait les différentes tensions. Donc là, je vous rappelle également la tension évidemment aux bornes de la sortie de notre filtre, donc U0 ici, c'est cette tension-ci qui nous intéresse, et donc évidemment ce sera évidemment le produit de l'impédance ici particulière ZLC par le courant qui a été calculé en fonction de l'impédance totale. Voilà un peu les résultats. Donc il est normal que dans la colonne pour la tension de sortie lorsque R égale 0, nous ayons normalement la même chose. Alors les petites différences que l'on pourrait avoir viennent du fait que c'est quand même un calculateur avec un nombre de décimales limité, et donc avec les erreurs d'arrondi, à un certain moment, je vais dire, vous tombez sur des très très légères différences, mais je vais dire en réalité on reste constant en tout cas. Vous voyez la différence que vous avez par rapport à 5, mais c'est juste des erreurs, des incertitudes dues au calcul en fait. D'accord. Malheureusement, dans les différents tableurs, il n'est pas possible, que ce soit dans Excel ou dans les autres tableurs, en tout cas jusqu'à présent, de formater les cellules et de limiter le nombre de décimales lorsque on a affaire en fait à des calculs complexes. Donc cette modification n'a pas d'incidence. Voilà, donc on est obligé de se contenter de ce que le tableur nous donne, en tout cas pour les résultats des nombres complexes. Alors pour gagner du temps, pour aller un peu plus vite, lorsque j'ai établi ma formule, donc ici on va utiliser évidemment le produit, puisqu'on va multiplier le courant par ZLC. On va utiliser le produit. Alors le courant, là va dépendre en fait de l'impédance totale, en clair de ZLC, et de l'association avec la résistance en série, soit 500, soit 1000, soit 0.
Mais pour permettre de faire la copie, j'avais mis simplement un petit dollar devant le F. Ça permet de figer en fait la colonne F, qui est en fait la colonne qui représente mon impédance, je vais dire, qui va rester identique dans tous les cas de figure. Enfin, je vais dire l'expression de l'impédance qui va rester identique puisqu'on a cette mise en parallèle de L1 et de C1. Donc évidemment, grâce à ça, ça a été beaucoup plus vite. Je fais une formule et on peut étendre aux deux colonnes et à l'ensemble des lignes. Alors on a presque terminé, enfin nos calculs ici sont terminés dans le sens où on a déterminé nos tensions, nos différentes tensions de sortie. Donc maintenant on va passer à la préparation, à l'affichage de nos valeurs donc pour notre simulation. Donc je vous propose de recréer en fait une série, je vais dire votre table de variables, puisqu'en fait qu'est-ce qu'on va afficher? On va afficher finalement en abscisse les fréquences. La tension d'entrée, elle reste, théoriquement en tout cas, elle reste toujours la même, donc on a simplement recopié la valeur ici. Pour la valeur, les différentes valeurs, en fait je vais prendre les modules des valeurs qui ont été calculées, parce qu'évidemment représenter sur un axe des valeurs complexes, en tout cas pour la représentation physique de la tension, il est nécessaire en fait de prendre le module de la valeur calculée. D'accord, donc ce sera égal pour ma première valeur complexe point module de quelle valeur? Là en fait on est à la tension lorsque R égale 0, donc il faut que j'aille rechercher évidemment ma première sortie. Évidemment ce sera celle que j'ai calculée ici. Donc ici ça n'aura pas beaucoup d'intérêt, mais simplement votre formule pourra être recopiée pour la suite et donc on va gagner beaucoup de temps. Donc ici si j'élargis le nombre de lignes, voilà, ça j'ai été chercher la valeur donc du module de ce qui a été calculé ici, normal, le module est égal à la valeur complexe puisqu'il n'y a pas de valeur imaginaire dans ce cas-là. Même chose pour ici maintenant, étant donné que les colonnes sont juste les unes à côté des autres, je peux en fait faire un simple copier et vous avez le calcul qui se fait normalement automatiquement. Je regarde s'il n'y a pas d'erreur. Donc complexe.module de M6. Ok, M6 pour 500 ohms. M6 pour 500 ohms, c'est bien ça. Et normalement ça devrait être N6 plus tout le reste pour les valeurs de 1 kg. N6 pour les valeurs de 1 kg, c'est bon. Donc à partir de là, on peut tracer nos courbes. Donc il suffit dans ce cas-ci de choisir notre plage de données et d'aller dans le graphique. Où est-ce qu'il se cache? Dans les petits. Insérer un diagramme. On va prendre dispersion. On va faire une liaison. On va réaliser les premières colonnes, la première ligne comme étiquette, mais pas les premières colonnes, etc. Et voilà, on a déjà une première information. Je vais un peu configurer le graphique pour qu'il soit plus joli. Voilà, après formatage de la courbe, on voit clairement en fait que notre tension d'entrée UI en pointillé, qui est présentée ici à 5 volts, lorsque ma résistance est égale à 0, ça veut dire évidemment que ma tension est identique, donc on retrouve bien la même chose.
Lorsque ma résistance est à 500 ohms, donc je rappelle donc par rapport au schéma pour lequel qui nous intéresse, hein, évidemment, depuis le début. Donc lorsque notre résistance ici vaut 500 ohms, voilà, on va se retrouver avec la courbe en rouge. On voit clairement ici également la fréquence de résonance, qui est pour les valeurs qui ont été placées, dans notre cas ici 5 volts, 100 millihenries et 1 microfarad, on se trouve à 500 Hz. Et lorsque nous avons la valeur de notre tension de sortie du filtre, lorsque R égale 1 kg, est ici représentée en bleu. Donc comme je vous disais, ça c'est une première étape. Donc l'étape suivante, en fait, c'est de passer non pas à la représentation simple et directe de la tension, mais plutôt de passer à un rapport de tension, donc comme représenté ici. Donc on va simplement à chaque fois diviser la valeur calculée par la tension de référence, ce qui va nous donner une valeur sans unité. Et donc, comme on a toujours finalement une valeur qui sera inférieure ou égale à la valeur de la tension, on sera toujours, je vais dire, inférieur ou égal à 1 au final. Donc, c'est ce que je vais faire ici. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai fait le rapport du module de la valeur calculée en L6. L6 correspond en fait à la tension lorsque ma résistance est égale à 0, donc c'est celle-ci, ce que j'ai introduit en fait dans ma valeur ici, divisé par B59. Alors B59 en fait c'est ma tension d'entrée. Alors je vais fixer, je vais mettre le dollar en fait, où est-ce qu'il se cache? Je ne le vois pas bien sur mon clavier. Voilà, je vais fixer en fait ma colonne de manière à ce que lorsque je vais finalement recopier mes cellules dans mes différentes colonnes, je ne dois pas rechecker tout. Donc voilà, j'ai fait une copie. Qu'est-ce que ça fait? Donc j'ai incrémenté le M, donc on passe du L, M et N, ce qui correspond bien en fait aux valeurs les différentes valeurs de modules que je dois calculer, c'est-à-dire pour la sortie 1, la sortie 2 et la sortie 3. Ensuite, divisé par, là on est bien à B, le B lui ne doit pas changer, donc ça permet donc d'avoir bien le rapport qui nous intéresse entre les différentes valeurs. Et là, je peux procéder de la même façon que précédemment pour tracer mon graphique. Je vais retrouver un graphique identique, sauf que, évidemment, ce sera limité à 1 ici. Donc, dispersion. Les liens, je vais les lisser pour que ce soit un peu plus joli. Les séries de données, ça on ne bouge pas. Diagramme fondé, ok, donc on retrouve ça. Ça le nom des valeurs, suivant, le titre. Le titre, on va évidemment placer. Voilà. Alors ce qui m'embête ici un peu, c'est quand j'ai choisi mes plages de données, j'ai inclus la valeur de 5 volts, ce qui fait que vous avez la série de 5 volts ici qui est un peu embêtante. Il suffit en fait de la supprimer, donc en sélectionnant, et vous allez plage de données, série de données, et le UI en fait il faut le supprimer, et on se retrouve avec finalement le même graphique, sauf que comme je vous disais, ici on se retrouve avec la valeur maximale lorsque on retrouve bien évidemment notre fréquence de résonance.
On va passer à la suite où là on va exprimer sous forme d'un logarithme et je vais vous montrer comment calculer la bande passante alors à moins 3 décibels de votre signal. Voilà, pour la dernière partie de la représentation de notre courbe en fonction du logarithme du rapport, eh bien, il suffit finalement d'insérer la formule, donc égale 20 fois logarithme dans la base 10, de quoi? De finalement le rapport que l'on a déjà calculé, c'est-à-dire celui-ci. On va se placer ici. Alors, si je prends, donc si je me déplace dans les colonnes, eh bien les colonnes vont être incrémentées, étant donné qu'elles sont juste, donc les valeurs qui m'intéressent sont juste juxtaposées, ben, rien ne m'empêche en fait de réaliser une extension des lignes et des colonnes. Normalement, ça devrait être correct. Ben, on va voir directement lorsqu'on va une erreur est vite arrivée, mais donc, si on regarde bien, donc je suis bien 20 log de D59. D59 c'est bien celui-ci. Évidemment, j'incrémente. Pour celui-là, en 1 kg, ben, c'est 20 log de E59. Et c'est bien ça. E59, c'est bien ça. Voilà. Donc à partir de là, ben, on peut de nouveau retracer le graphique. C'est une première chose. Je vais peut-être laisser de la place. Enfin, je vais toujours tracer le graphique et puis après, ben, je vous montrerai comment déterminer automatiquement la fréquence de résonance, parce qu'ici, ben, on est obligé de regarder sur le graphique pour voir où elle se trouve. On peut la calculer automatiquement ben, grâce à l'analyse des données qui sont disponibles. De même que le calcul de la bande passante à moins 3 décibels, ben là, évidemment, on est obligé de passer par les logarithmes pour avoir l'expression à moins 3 décibels. Voilà, notre graphique un petit peu mis en place. Je vous propose dans un premier temps ben, de faire le calcul de la fréquence de résonance de deux manières. On peut évidemment le calculer très simplement en utilisant ben, la formule adéquate, c'est-à-dire 1 sur 2 pi 1 divisé par 2 fois pi fois la racine carrée de 1 divisé par LC, L étant ma valeur ici, fois C, en regardant que si j'ai pas oublié une parenthèse. Voilà, on voit en fait évidemment formater la cellule pour afficher un tout petit peu moins. Enfin, si on reste en décimale, c'est suffisant. Et on va évidemment placer les unités. Ce sera quand même plus parlant. Je vais mettre ça pour montrer que c'est le résultat d'un calcul. Donc voilà, donc ma fréquence de résonance calculée, donc simplement avec la formule, est de l'ordre de 503 Hz. Maintenant, on va faire le calcul d'une manière approchée, donc c'est-à-dire en comparant les différentes mesures qui auraient été faites si on doit simuler avec, je vais dire, des valeurs réelles. Voilà. Alors, comment pourrait-on faire? Dans un premier temps, évidemment, ce qui va nous intéresser, ça va être la fréquence qui va correspondre au point lorsque finalement on se rapproche de 0 lorsque on prend la courbe logarithmique, l'une des deux en fait. Hein. Comme dans la formule, on sait bien que il n'y a que l'inductance et la capacité qui interviennent, et bien que l'on prenne l'une ou l'autre, normalement on devrait tomber sur la même valeur. Donc pour réaliser ça, étant donné qu'on devrait trouver
la valeur qui se rapproche le plus de 0, étant donné qu'on ne va jamais avoir des valeurs exactes, et on va avoir toujours des valeurs approchées. L'idée, ça va être plutôt de trouver, non pas un minima, parce que si je fais un calcul de minima là-dedans, ben, je vais avoir des choses qui sont trop élevées. Par contre, si je peux faire éventuellement la plus grande valeur que l'on aurait ici. Alors ici, on a la chance d'avoir un circuit, enfin, on a la chance, c'est un circuit relativement simple, donc c'est un circuit qui va atténuer en fait le signal de sortie. Si on avait un circuit capable d'atténuer et d'amplifier, là, je vais dire l'algorithme serait un tout petit peu plus compliqué, où là, il faudrait en fait simplement déterminer la valeur qui se rapproche de 0 pour le résultat du logarithme. Ça peut se faire aussi, mais bon, c'est quand même pas trop compliqué. Voilà, alors ici, dans un premier temps, je décide de choisir la valeur minimale de ma série de données, pardon, la valeur maximale de ma série de données et à quelle fréquence correspond-elle. D'accord ? Voilà, alors pour déterminer la fréquence de résonance en se basant sur le graphique, c'est-à-dire sur toute la série de données, j'ai déjà entré la formule ici. En fait, il suffit, dans notre cas présent, de trouver la valeur maximale de notre série de données ici, dans la colonne que j'entoure. La valeur maximale va se retrouver évidemment proche de 0 et évidemment la fréquence qui correspond est à 500 Hz. Donc ce qu'on souhaite, c'est que le logiciel nous affiche directement la réponse. Alors pour ça, je vais utiliser la fonction, match. Voilà, la fonction match. Alors cette fonction match que vous pouvez retrouver dans l'éditeur de fonctions, qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien, renvoyer le numéro d'ordre de la cellule correspondant à la valeur que l'on souhaite comparer. Une fois qu'on a déterminé finalement cette valeur-là, il nous suffit en fait de retrouver la valeur de la fréquence correspondante en fait à cet index qui représente en fait l'index de la matrice. Voilà. Donc au final, nous allons utiliser une deuxième formule pour retrouver la valeur de la fréquence donc correspondante à l'index numéro 5 qui a été calculé en l'occurrence ici. Donc c'est bien le cinquième à partir du début de ma matrice. Donc je vais utiliser cette fonction index. Donc index va me permettre de trouver la valeur correspondante. Donc quelle valeur dans l'index il faut définir la matrice qui nous intéresse, point virgule, et la valeur correspondante qui a été calculée ici donc par la fonction match. En l'occurrence, elle se trouve en C110. C110. Oui, à mon avis, je me suis trompé. Oui, 109, 87. Ah oui, évidemment, il ne faut pas se tromper dans la référence de la matrice. Ici, j'ai commencé à 87 alors que je dois commencer à 85. Voilà. Une erreur est quand même vite arrivée, donc il faut bien faire attention. Donc vérifiez doublement lorsque vous créez votre logiciel avant de le lancer. Voilà, donc ici, on a déterminé finalement notre fréquence de résonance, non pas par le calcul traditionnel, mais par la comparaison des différentes données. Alors le prochain point va être d'essayer de déterminer la bande passante
à moins 3 décibels. Alors pour ça, je vous propose de passer en mode développeur si vous êtes sur Excel. Si vous êtes sur LibreOffice, c'est beaucoup plus simple. Il suffit en fait de passer en mode conception. Alors, une fois que vous êtes en mode conception, il faut évidemment aller chercher les outils qui vont nous permettre de réaliser ça. Donc ce que je vous propose, c'est de venir placer une barre de défilement que l'on va faire varier et qui permettra en fait de tracer la ligne horizontale pour l'atténuation choisie. Ici ce sera moins 3 décibels, mais ça pourrait très bien être une autre valeur. Voilà, donc là j'ai d'abord placé ma petite barre de défilement. Alors cette barre de défilement, je vais la configurer. Donc au niveau du formulaire des données, où est-ce qu'on est ici? Non, c'est pas dans c'est pas les propriétés. Je me trompe à chaque fois. C'est dans l'outil de contrôle. Voilà. Alors on va évidemment définir une valeur maximale et une valeur minimale. Ici ça ne sert à rien d'aller plus loin que 20. Alors petite information, les barres de défilement ne peuvent pas contenir de valeurs négatives. C'est valable aussi si vous travaillez sur Excel. Ça ne peut être que des valeurs entières. Ça a son importance, ça veut dire qu'on ne va pas pouvoir directement entrer une valeur négative comme on pourrait s'attendre. Ça c'est la première chose. Alors ensuite, deuxième chose, donc maximum, minimum. Ensuite les données, on doit définir, lorsque vous avez des barres de défilement, une cellule qui va être associée. Je peux la choisir n'importe où. Par exemple, moi je vais prendre F84 par exemple. F84. C'est terminé. Je peux quitter mon mode conception. Vous voyez en fait que à partir du moment où je quitte mon mode conception ou mon mode éditeur, eh bien en fait ma cellule F84 est directement liée en fait à ma barre de défilement avec donc un maximum de 20 et un minimum de 0. Évidemment, ce qui m'intéresse, ça va pas être de 0 à 20, mais ça va plutôt être de 0 à moins 20 en réalité, pour définir éventuellement mon horizontale ici à moins 3 décibels. Rien de plus simple, je vais par exemple choisir en fait dans cette cellule de dire que je me retrouve à 0 moins cette valeur-ci pour avoir finalement la valeur négative. Donc je fais une petite astuce pour au final j'aurai ma valeur de barre qui sera négative. Donc mon slider ici permet de changer des valeurs de manière négative. Alors l'idée ici, ça va être de tracer de manière interactive mon horizontale. Et donc pour ça, j'ai besoin de tracer en fait 2 points. Finalement, deux points 2x et 2y en fait, puisque en fait Excel lorsqu'il travaille, Excel ou n'importe quel tableur, lorsqu'on travaille, en fait il y a une référence en x avec un point, une deuxième référence en x et en y, et en fait on peut tracer la ligne entre les deux. C'est ce qu'on va faire. Donc ma première valeur en x, je vais les tracer, je vais les placer peut-être, donc je vais déplacer un petit peu mon graphique ici. Donc ma première valeur de x, ce sera 0. Ma deuxième valeur, et pour ma valeur de x en 0, je serai de toute façon avec la valeur définie par ma barre en slider. Et pour ma deuxième valeur de x, je serai ici en 2000. Je n'ai pas besoin d'aller si loin, mais je vais mettre 2500 et je serai toujours avec la même valeur de moins 6. Okay, donc c'est à dire que je vais toujours me retrouver là. Une fois que j'ai ça, il suffit en fait de tracer, d'ajouter en fait dans mon graphique. Je choisis en fait mon graphique. Je vais ajouter une série de valeurs d'une
d'un logiciel à l'autre, il y a parfois des différences. Donc je vais ajouter une nouvelle série. Donc je vais l'appeler atténuation. Ben non, c'est la plage pour le nom, donc c'est pas ça qu'il faut mettre. Donc peu importe, hein, pour la valeur de x, ce sera de 0 à 2500, et pour les valeurs de y, ben, ce sera toujours moins 4. Plage pour les valeurs de y. Donc quand on va dans plage de données, pour les valeurs de x, ben, il faut sélectionner les x. Pour les y, il faut sélectionner les y, tout simplement. Bon, allez voir sur votre version d'Excel si c'est la même chose. Enfin, ça change d'une version à l'autre, ça change d'un éditeur à l'autre, ça change souvent. Donc, il faut faire des petites recherches par rapport à ça. Et puis après, ben, en fait, il nous suffit maintenant de formater un petit peu. Donc là, je vais mettre par exemple des traits interrompus que je vais laisser peut-être en noir et avec une taille un peu plus petite. Voilà. On voit ici que j'ai donc finalement ma barre d'atténuation qui est réglable, et donc si je veux me placer à moins 3 décibels, eh bien ma bande passante pour mes signaux à moins 3, définie à moins 3 décibels, correspondront en fait à cette position-ci, à l'intersection en fait des courbes avec mon horizontale sélectionnée par ma grille de sélection. Voilà, donc après avoir installé notre barre de défilement qui nous permet de placer notre valeur en décibels à l'endroit où on le veut de manière interactive, eh bien le prochain point c'est de calculer la bande passante pour la valeur qui aura été sélectionnée par cette barre de défilement. Alors la première chose, ça va être de déterminer finalement on va vérifier en fait si les valeurs correspondantes au filtre en question sont en dessous de la valeur sélectionnée. Donc on va faire un test logique pour vérifier en fait tout cela. Et si le résultat du test est vérifié, donc si on va vérifier en fait si on est en dessous de cette valeur là, ça veut dire en fait que on est en dehors de la plage qui nous intéresse, et donc on ne va rien afficher du tout. Si on est, par contre, si le résultat du test est bon, est vrai, ça veut dire en fait qu'on va se retrouver à l'intérieur en fait de la bande passante, et donc on va afficher les fréquences qui seront je vais dire qui seront au-dessus de notre point de sélection. Alors pour cela, eh bien, on va utiliser une fonction si ou une fonction if. Dans les tableurs, vous pouvez avoir la version française ou la version anglaise, ça va dépendre un petit peu de votre installation. Mais au final, la structure de la fonction va toujours être la même, c'est-à-dire que vous allez avoir un premier argument qui va consister à réaliser le test en question. Donc ici, dans notre cas de figure, on vérifie si notre cellule ici est inférieure ou égale à notre valeur de sélection, en n'ayant pas oublié de figer cette cellule au moyen des $. Si le résultat du test est faux, on va rien afficher du tout, donc ça se traduit par simplement placer 2 guillemets. Par contre, si le résultat est vrai, eh bien on va afficher la valeur de la fréquence. On voit ici en fait que pour notre cas, pour notre exemple, pour l'exemple choisi, j'ai choisi en fait moins 5 décibels qui se trouve ici. En fait, je vais à chaque fois, la formule qui a été étendue, bien sûr,
va à chaque fois faire le test entre la valeur qui se trouve ici et ceci. Si c'est inférieur, c'est le cas, moins 17 est bien inférieur à moins 5, je n'affiche rien du tout, jusqu'au moment où je vais me retrouver dans la plage, c'est-à-dire la première plage ici pour mon premier filtre, c'est lorsque je suis à moins 1,8 décibels, ça correspond à 400 Hz. Et bien en fait on voit effectivement que la première fréquence dans laquelle je vais être reconnu à l'intérieur de la bande passante, c'est 400 Hz. Jusqu'au moment où je vais dépasser, je vais être en dehors des moins 3 décibels, et bien en l'occurrence ici, c'est bien 700 Hz, donc c'est-à-dire que dans ma formule, je regarde bien que je suis supérieur, en fait, dès que je suis supérieur à cette valeur, eh bien, je suis en dehors de cette bande passante. Voilà. Alors pour terminer, évidemment on fait la même chose pour le deuxième filtre. Donc il suffit de faire un copier-coller de l'ensemble des cellules de cette colonne pour le deuxième filtre. Étant donné que dans ma formule j'ai figé la colonne A pour évidemment afficher les fréquences, je n'ai pas besoin de devoir modifier les formules pour les adapter à la deuxième colonne. Par contre, les comparaisons vont être incrémentées puisque je n'ai pas mis de dollars. En fait, le D85 que l'on comparait en fait donc que l'on comparait à notre valeur choisie se trouvait ici. Étant donné qu'on fait un déplacement, l'incrémentation se fait également sur la colonne et donc on n'est plus en D mais en E85 que l'on va toujours comparer à la même valeur de notre atténuation, fixée en tout cas pour déterminer la bande passante. Et bien évidemment ça se fait en une fois sans devoir modifier cette valeur. Pour terminer, maintenant que j'ai choisi pour quelle valeur je voulais déterminer ma bande passante, eh bien il suffit maintenant de calculer cette bande passante. Ça va se faire très simplement à partir du moment où on a accès aux fréquences d'intérêt, les fréquences qui vont être au-dessus en fait de notre atténuation fixée. Eh bien il suffit de faire la valeur maximale moins la valeur minimale. Cela se fait très simplement avec les tableurs, simplement en utilisant les fonctions max. Donc fonction max de la plage de valeurs considérées va vous renvoyer la plus grande valeur de ce tableau. En l'occurrence, pour notre exemple ici, ce serait 700. Et on soustrait ça à la valeur minimale trouvée également dans ce tableau. L'avantage également d'avoir placé des guillemets plutôt que des zéros dans cette colonne fait que les comparaisons vont se faire sur des chiffres, le guillemet étant une cellule vide et donc n'étant pas reconnu comme chiffre. Donc si j'avais mis 0, évidemment le minimum aurait été 0. Donc c'est aussi l'astuce aussi qui permet de simplifier tout ça. Donc le minimum de toute la plage des valeurs, dans notre cas ce serait ici pour l'exemple 400, donc il va faire la différence du maximum et du minimum et on retrouve bien une bande passante de 300 Hz. Même chose pour le deuxième filtre. Petite remarque, c'est que évidemment on va être limité à la précision et au pas que l'on a choisi pour réaliser en fait les variations de fréquence. Si on veut plus de détails, si on veut plus de précision dans le calcul des bandes passantes, eh bien il suffit évidemment de multiplier les points entre deux fréquences choisies pour les calculs. Alors, on pourrait très bien le faire pour 50, pour 20, pour 10, etc.
Ce qui va évidemment dans notre cas ici, pour l'exemple en tout cas, donc si je choisis en fait une atténuation à -3 décibels, on va retrouver ici une plage de bande passante de 200 Hz, puisque en fait on retrouve bien entre je vais me retrouver au-dessus de 3 décibels à partir de 400 Hz et jusque 700 Hz également. Donc ici, oui, donc il faut être en dessous de 3 décibels. Donc on est, je vais dire, on est déjà au-dessus. Enfin, lorsqu'on est à -3,2, donc ça va être entre ces deux éléments-ci, donc c'est-à-dire entre 400 et 600 Hz. Et donc le calcul se fait évidemment avec ces précisions-là, qui sont, dans notre cas ici présent, pas terribles. Du coup, dans notre deuxième filtre, étant donné que la bande est plus étroite et que si on regarde notre lorsqu'on est à, je vais dire par rapport à notre fréquence de résonance, on voit que dès qu'on s'écarte de 100 Hz, on dépasse déjà les -3 décibels. Du coup, la valeur minimum est en dessous de 100 Hz et donc du coup, au niveau du calcul, il vous dit qu'il n'y a pas de bande passante en fait. C'est comme si on avait... Évidemment, ça dépend de la précision de votre du pas choisi entre le minimum entre les différentes fréquences calculées. Voilà, donc ceci termine un petit peu l'explication pour le calcul automatique des bandes passantes et aussi le tracé en fait des graphiques de la fréquence en fonction finalement d'un filtre. J'espère que cette petite vidéo vous aura appris quelques éléments concernant la résolution de certains petits problèmes grâce à un tableur tout à fait conventionnel. Je vous remercie de votre écoute.